Bon, on va terminer cette journée avec une dernière conférence de notre Chip and Dale préféré. Donc, par l'ermite sur Docker. Je ne me souviens plus du titre exact de ta conférence. Je crois que c'était Docker, qu'est-ce que c'est? Alors, sur Docker, qu'est-ce que c'est par l'ermite. Et ça marche. Bon, bah salut tout le monde, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Vous avez tenu le choc aujourd'hui? Ok. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Docker. Docker, c'est un terme que vous avez déjà dû entendre parler, parce que plein de gens qui en parlent, on va un peu parler dans tous les... un peu partout sur Internet, principalement sur Internet. Donc je vais essayer de vous démystifier un petit peu de qu'est-ce que c'est que Docker. On va faire ça en plusieurs étapes. L'objectif, c'est pas de faire de vous des experts Docker. Quand vous allez sortir de là, vous ne saurez pas bien plus vous servir de Docker quand vous êtes rentré, mais vous verrez au moins un petit peu sur qu'est-ce que c'est Docker. Alors, dans l'ordre, une petite introduction. Ensuite, on passe tout de suite à la création d'un conteneur. Le but de cette partie sur la création d'un conteneur, c'est de préciser un petit peu qu'est-ce que c'est que ce système de multi-layer. C'est une notion de Docker qui est extrêmement importante chez Docker. Je vous présente ensuite tous les tools, tous les outils qui tournent autour de Docker. Alors, pas tous parce qu'il y en a 4000. Je vais vous en présenter quelques-uns, des officiels, des moins officiels. Et la plus grosse partie, j'espère, ce sera une petite démo qui va fonctionner. Évidemment, il faut que je parle de moi. Alors, qui suis-je? Déjà, je m'appelle Romain Terra, alias l'ermite. Je suis un ancien étudiant de Supinfo. J'ai fait mes 5 années à Supinfo. Ça fait maintenant 5 ou 6 ans que je suis formateur à Supinfo, principalement spécialisé dans tout ce qui est open source, donc du GNU Linux. J'ai aussi fait d'autres formations. J'ai fait de la sécu, du Python, des choses comme ça. Je suis depuis septembre créateur d'entreprise. Wow, trop classe. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Pocost, qui est une ancienne association que j'avais créée il y a une dizaine d'années, que j'ai transformée en entreprise, qui a pour objectif de faire de l'administration système pour tous vos projets ou pour si vous avez hébergé un site. Je suis là. Je fais aussi partie d'une autre entreprise qui s'appelle Dixia, qui fait un site qui s'appelle FireRank, un site à très fort trafic qui a pour ambition de créer un nouveau média. On se refuse à rien du tout. Je vous ferai une petite démo justement sur l'infrastructure de FireRank au terme de tous ces slides. Donc ça fait quelques années que je suis professeur, je suis contributeur sur pas mal de projets open source, entre autres Puppet. Je suis contributeur chez Example42 qui est un gros framework Puppet. Je suis contributeur Shinken, un concurrent à Centréon qu'on a vu juste avant. Et surtout, le truc le plus important, ce qui me donne toute la légitimité pour me donner cette conférence, c'est que je suis barbu. C'est extrêmement important dans le milieu de l'open source. Voilà. Donc j'ai fait Supinfo, j'ai différentes certifications qui servent à rien parce que ça reste quand même que des bouts de papier. J'ai différentes publications, le site de mon entreprise, pocos.com, où je vous invite à aller faire un petit tour, comme ça vous montrez le nombre de visiteurs sur mon site, comme ça je passerai peut-être à plus de 40 visiteurs sur un mois. J'ai mon blog, romain.terra.fr, où j'ai entretenu pas mal, il y a pas mal d'articles sur, il a une petite dizaine d'années ce blog maintenant, et il y a pas mal d'articles, du coup, sur 10 ans il y en a vraiment beaucoup. Ça reprend un petit peu toute mon évolution, donc il y a des trucs qui sont très simples, très, on va dire, demi, et des trucs qui sont beaucoup plus techniques sur un peu plus récent. Vous avez toutes mes contributions GitHub sur github.com/l'ermite. Vous pourrez voir toutes mes contributions. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail romain@pocos.com ou via Twitter, twitter.com/l'ermite. Voilà, fin de la promo. On parle de Docker. Alors Docker, qu'est-ce que c'est? Docker, c'est une notion, c'est un produit qui introduit une notion qu'on appelle les containers. Qu'est-ce que ça peut bien être qu'un container? Les containers, vous en avez tous vu. Vous en avez déjà tous vu, vous en voyez même assez souvent. Un container, c'est quoi? C'est une boîte qui a une entrée uniformisée. Vous voulez livrer un cargo de bananes du Costa Rica jusqu'à Jersey en Angleterre. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez vos bananes dans un container. Ce conteneur de bananes, il a besoin d'être refroidi.
Il y a besoin d'avoir une température constante et compagnie. Ce conteneur, justement, pour pouvoir être refroidi pendant tout le temps du trajet, il va avoir une prise qui est uniformisée. Ce sera la même prise que vous preniez ce bateau, ou cet autre bateau, ou ce camion. L'objectif d'un conteneur, c'est d'avoir une abstraction une boîte qui va nous permettre de contenir un logiciel et de pouvoir toujours s'interfacer avec ce logiciel de la même manière. Donc ça va nous permettre de mettre nos applications dans des boîtes. On va créer des conteneurs pour à peu près tout. On va créer des conteneurs pour PHP, pour MySQL, pour Nginx, pour Centreon, pour MongoDB, pour tous les logiciels que vous utilisez au jour le jour. L'utilisation d'un conteneur, ça va changer, l'utilisation de Docker va changer la méthode que vous avez entre aujourd'hui et ce que vous allez faire demain avec les conteneurs sur le démarrage de vos applications. Aujourd'hui, quand vous êtes sous Linux, vous démarrez votre application, vous installez Apache, vous faites votre petite configuration dans votre fichier de conf, vous voulez prendre en compte, vous redémarrez votre logiciel, vous faites /etc, /init.d, /apache, espace restart, ça redémarre Apache. Très bien. Là, avec des conteneurs, on ne va plus du tout faire ça de la même manière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer nos conteneurs. Un conteneur Apache, un conteneur PHP, un conteneur MySQL, mais plus un logiciel qui sera installé sur la machine. Je pourrais avoir 2 conteneurs Apache sur une même machine. Je pourrais avoir 14 conteneurs Apache sur une même machine. J'aurais juste pris un conteneur et j'aurais connecté la prise comme si c'était mon conteneur qui contenait des bananes. Donc, un conteneur, c'est quoi? C'est un logiciel qui est isolé, qui est dans une boîte avec une entrée unifiée. Ni plus ni moins. Tout conteneur n'a pas d'attachement. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que ça veut dire que si on n'a pas d'attachement, c'est que mon conteneur Apache qui me permet de faire tourner mon site web, que je le mette sur ma machine où il est actuellement hébergé, où il y a mon site web de prod, ou sur une machine de pré-prod, ou sur une autre machine qui sera à l'autre bout de la planète, ben ce sera toujours le même conteneur, le même logiciel, les mêmes configurations. Je vais juste avoir pris ma boîte et je l'aurai déplacée. Ma boîte, mon conteneur, n'a pas d'attachement à une machine particulière. Quand on n'a pas d'attachement, ça crée quand même une problématique. Si on n'a pas d'attachement à une machine particulière, ça veut dire qu'on n'a pas d'attachement à des données. Vous avez un site web, vous faites un site web de vente de bananes en ligne. Votre site web de vente de bananes en ligne, vous proposez à des gens d'uploader leurs photos de bananes dessus. Si vous prenez votre conteneur et que vous le déplacez à un autre endroit, votre conteneur, quand vous allez le déplacer, vous n'allez pas forcément déplacer toutes les bananes qui ont été uploadées. Parce que vu qu'il n'y a pas d'attachement, les fichiers qui auront été uploadés, ils seront uploadés que sur la machine où ils ont été uploadés à l'instant de l'upload. Pour ça, Docker apporte la possibilité de gérer ce qu'on appelle des volumes qui vont nous permettre de gérer toutes les données persistantes. Terme hyper important, le terme de persistante. Un conteneur n'est pas persistant. Un conteneur n'est pas persistant. J'arrête mon conteneur, je redémarre mon conteneur, je le supprime, je le redémarre. J'ai perdu tout ce qui s'était passé entre le moment où je l'avais démarré la première fois et le moment où je l'ai arrêté. Un conteneur n'est pas persistant. Un conteneur, il est juste là pour exécuter le logiciel qu'il a dans sa boîte. On va détailler tout ça un petit peu plus tard pendant la démo. Autre truc hyper important, hyper intéressant avec Docker, c'est que c'est une interface unifiée. Si c'est une interface unifiée, ça veut dire que ma machine soit une machine Debian, que ma machine soit une machine Red Hat, que ma machine soit une machine CentOS, que ma machine soit une machine CoreOS ou je ne sais trop quoi, tant que j'ai une machine avec un noyau Linux derrière, je vais pouvoir démarrer mon conteneur dessus. Et ce sera le même conteneur. Si j'ai un conteneur qui est basé sur une architecture Debian, par exemple j'ai installé un Apache sur une architecture Debian, donc mon fichier de conf est dans /etc, Apache 2, site enable, quelque chose, ben même si je démarre ce conteneur sur une machine Red Hat, qui n'a normalement pas la même architecture, et ben ça va quand même fonctionner. Donc on va avoir une notion de distribution indépendante. Voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que c'est que Docker. Docker, c'est une boîte où on met des logiciels dedans et qui ont une prise unique. Alors attention, 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 Docker, ce n'est pas de la virtualisation. La virtualisation, c'est quoi? C'est le fait de faire tourner différents systèmes d'exploitation
sur un même système d'exploitation. Ici, j'ai un schéma qui schématise, c'est quand même bien. Hein. Donc j'ai un schéma qui représente un hyperviseur, une virtualisation standard, où j'ai mon OS de base, Debian, Ubuntu, Red Hat, etc. etc. Dessus, j'ai un petit logiciel qui va me permettre de démarrer différents autres systèmes d'exploitation. Je démarre sur, donc là j'avais mon Debian, je démarre une Ubuntu, un Windows, une FreeBSD. Et sur chacun de ces systèmes d'exploitation, j'installe mes différents logiciels. J'installe Apache ici, j'installe MySQL ici, j'installe NFS ici. Et les processus tournent. Pour faire démarrer un processus, j'ai besoin d'avoir deux systèmes d'exploitation et un set de librairies. Si j'ai 3 logiciels qui sont virtualisés, j'ai besoin de 4 systèmes d'exploitation et 3 sets de librairies. C'est énorme. La différence avec un conteneur, c'est qu'on vire toute cette partie virtualisation. Les conteneurs, ils vont directement dialoguer avec votre système d'exploitation sous-jacent. Avec un conteneur, nos logiciels qui tournent là, ils vont directement dialoguer avec les librairies du système d'exploitation de la machine hôte, et c'est ces librairies-là qui vont aller verrouiller de la mémoire, demander à faire des calculs CPU, etc., etc. Donc on a viré en fait ces deux couches-là entre la virtualisation et les techniques de conteneurisation. Je ne sais pas si ça se dit bien, conteneurisation, on va dire. Pourquoi c'est cool que ce ne soit pas de la virtualisation? Ben, vu que ce n'est pas de la virtualisation, on va avoir des performances qui sont natives. Je ne sais pas s'il y en a déjà parmi vous qui ont déjà installé un serveur KVM par exemple. Quand vous démarrez un serveur KVM, vous démarrez un système d'exploitation. Si vous ne faites pas trop attention à vos drivers, vous allez vous retrouver avec des drivers réseau émulés. Vous avez des performances qui sont proches. Alors je cherche un terme pas trop péjoratif, mais quand même un peu proche de dégueulasse, à peu près. Donc on va avoir des performances qui vont être vraiment très basses. L'avantage d'avoir un accès direct à notre système d'exploitation, c'est qu'on ne fait plus toute cette virtualisation des drivers, toute cette virtualisation du système d'exploitation. On a directement nos applications qui interrogent notre système. On n'a plus toutes ces couches. Donc on a des performances qui sont bien meilleures. D'un point de vue utilisabilité, pareil, je ne sais pas si ça se dit, si on fait un petit comparatif, on a un temps de mise en place d'un conteneur qui est extrêmement rapide. Ici, il y a 3 choses qui sont comparées. Des serveurs en bare metal, c'est-à-dire des serveurs que vous louez chez Online, que vous installez, que vous achetez carrément et que vous mettez dans votre data center. Des serveurs virtualisés, comme un VMware ESX par exemple, et du Lightweight Virtualization, c'est-à-dire des conteneurs. Quand vous voulez acheter un serveur, vous appelez Dell, vous leur dites bonjour Dell, je voudrais un nouveau serveur, alors je voudrais 64 processeurs, je voudrais 256 Go de RAM, et je veux bien te le payer. Vous payez, vous recevez votre serveur, environ un mois plus tard, vous êtes hyper heureux. Donc si vous étiez pressé, c'est loupé. C'est pas possible. Donc c'est pas hyper cool. Deuxième solution, c'est de faire de la virtualisation. Vous voulez démarrer une nouvelle machine, vous avez un pool de serveurs sur votre VMware ESX par exemple, vous démarrez un nouveau système, le temps qu'il démarre, grosso modo vous en avez pour 10-15 minutes, vous avez une nouvelle machine qui est fonctionnelle. C'est plutôt cool. L'avantage d'un conteneur, c'est que pour démarrer un conteneur, ça prend moins d'1 seconde. Je vais vous faire des petites démonstrations, vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Je peux démarrer un nouvel environnement pour héberger mes logiciels en moins d'1 seconde. Le temps de déploiement. Vous achetez un serveur, vous avez un serveur frais, vous avez acheté, donc vous l'avez reçu de Dell, vous l'avez mis dans votre data center, maintenant il faut l'installer. Vous prenez votre CD, vous le mettez dans le manche disque, vous démarrez le truc, vous passez l'installation, vous mettez le nom du serveur, le nom d'utilisateur, vous configurez les adresses IP, vous installez vos logiciels, vous faites vos configurations, patati patata. Bref, vous en avez pour quelques heures plus tard, votre serveur est démarré. La virtualisation propose d'utiliser ce qu'on appelle des templates. Pour aller un peu plus vite, quand on crée une nouvelle machine, au lieu de refaire toute l'installation du système d'exploitation, on le fait une fois et après on copie
juste le template. Donc c'est pareil, l'installation va être un peu plus rapide. En gros, en 15-20 minutes, on peut avoir un système fonctionnel. L'avantage d'un conteneur, c'est que les configurations vont être directement impactées dans votre conteneur. Donc le temps de déploiement des configurations, c'est juste le temps, on va dire, d'auto-abonnement des services découverts. Donc ça peut être extrêmement rapide, et au pire, ça prend 1 ou 2 minutes. Les déploiements automatisés, je ne vais pas en parler là, c'est juste un tableau que j'ai récupéré sur le net, c'est pour ça qu'il y a encore cette colonne là. Je ne vais pas en parler là, mais c'est extrêmement rapide. Avec des produits comme Consul, on a des temps de réponse qui sont très rapides avec des conteneurs, et puis même en barre métal, c'est exactement pareil. Et surtout, c'est le temps de démarrage. Le temps de démarrage d'un conteneur, c'est extrêmement rapide. Donc si vous n'avez pas compris, un conteneur, c'est très rapide. Alors techniquement, et ce sera à peu près le seul slide réellement technique que j'ai ici, techniquement, qu'est-ce que c'est que Docker? Docker, c'est un produit développé en Go par une entreprise qui s'appelle Docker, je crois d'ailleurs. Je ne sais pas exactement comment elle s'appelle, l'entreprise, qui utilise les fonctionnalités du noyau Linux à partir des versions 3.10 du noyau Linux. Qu'est-ce qui est arrivé en version 3.10 du noyau Linux? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé les cgroups et les namespaces. Qu'est-ce que c'est que les cgroups et les namespaces? C'est la même chose que dans vos langages de programmation. C'est un moyen d'isoler vos applications les unes des autres. Je démarre une application, je l'isole, elle ne pourra pas dialoguer avec les autres applications qu'il y a autour. Je démarre une autre application, elle ne pourra pas dialoguer avec la première application, tant que je n'en ai pas donné l'autorisation. L'autre avantage d'utiliser les cgroups, c'est qu'on va pouvoir aussi limiter nos applications. Les cgroups apportent des fonctionnalités de limite, par exemple, de la quantité de réseau, de la quantité de consommation réseau qui sont autorisées par ces groupes, donc par application, la quantité de d'IO disque, la quantité de mémoire, etc., etc. Donc, les cgroups et les namespaces, c'est ces technologies-là du noyau Linux qui vous permettent d'assurer l'isolation de vos applications, mais aussi d'assurer le fait que vos applications ne partent pas en vrille dans tous les sens. Rien de pire qu'un service qui part en vrille qui vous fait tomber tout un serveur. C'est horrible. D'un point de vue réseau, Docker, en fait c'est juste Docker c'est juste un logiciel qui utilise tous ces trucs-là. C'est juste un gros script en soi. Il n'y a rien de bien plus. D'un point de vue réseau, pour gérer le réseau, qu'est-ce qu'utilise Docker? Alors ça vaut avant Docker 1.10, donc jusqu'à Docker 1.9. Ça utilisait iptable et BRCTL, donc la gestion des bridges natifs de Linux, pour faire du routing et l'isolation du réseau. Vos conteneurs auront une adresse IP, tous vos conteneurs auront une adresse IP qui sera isolée du reste de votre réseau. Et vous pourrez faire des règles d'autorisation ou d'interdiction pour dire je veux que tel conteneur soit autorisé à parler avec tel autre conteneur. Depuis la version 1.10, on a de Docker, qui est la dernière version en date, on a une petite nouveauté qui s'appelle les overlays, alors qui était déjà en version 1.9 mais en mode bêta, donc là maintenant c'est en mode stable, qui nous permet en fait de connecter différentes machines, donc différents, on va dire, hôtes Docker, entre eux pour faire des réseaux inter-machines. En gros, jusqu'à Docker 1.9, c'était un petit peu compliqué de se faire des pools de serveurs Docker. Il y avait Docker Swarm, il y avait des choses comme ça, c'était un petit peu compliqué. Depuis Docker 1.10, c'est beaucoup plus simple. On a une gestion du réseau qui est complètement transparente et qui est complètement isolée. Voilà. Et dernier point technique, c'est l'AUFS. Promis, après ça, il n'y a plus de technique. Il y a moins de trucs trop techniques. L'AUFS, qu'est-ce que c'est? L'AUFS, c'est le système de multi-layer de Docker. Docker part sur un principe que chaque conteneur doit se baser sur un autre conteneur. Chaque conteneur doit avoir une référence, et cette référence, c'est quoi? C'est un autre conteneur. Je veux avoir un conteneur Apache, je vais prendre une référence d'un conteneur Debian, qui va avoir différents fichiers Debian, et sur ce conteneur Debian, je vais rajouter le composant Apache. Ça me fait deux niveaux. Un niveau Debian et un niveau Apache. Donc ça, c'est deux layers. Ces layers-là, c'est des layers qui sont techniquement et physiquement gérés via un système de fichiers qu'on appelle l'AUFS.
La UFS, c'est un système de fichiers qui vous permet d'avoir un système de base sur lequel vous allez pouvoir monter un autre système, et quand vous avez un autre système de fichiers, et quand vous allez faire des écritures sur le système de fichiers résultant, les écritures seront faites que sur le système de fichiers le plus haut. C'est ce qui est utilisé dans les distributions, LiveCD Linux. Sur une distribution LiveCD Linux, vous démarrez un LiveCD Linux, vous retrouvez dans votre environnement, vous voulez installer un logiciel, vous pouvez installer un logiciel. Mais quand vous redémarrez, vous avez perdu le logiciel. Pourquoi en fait? Parce que quand vous avez une distribution LiveCD, vous chargez un premier système de fichiers qui est sur la galette, sur le CD, et le deuxième système de fichiers, celui sur lequel vous voulez réellement faire des écritures, ben c'est un système de fichiers qui est en RAM. Et en fait, tout ce que vous faites comme action, c'est juste écrit en RAM, c'est pas écrit sur le système de fichiers. C'est un système de layer. Donc Docker utilise AUFS. Docker a besoin d'un démon pour fonctionner. Ce démon-là, c'est en gros, c'est le logiciel qui pilote toutes ces autres choses, les cgroupes, les iptables, les namespaces, les AUFS, etc., etc. Et nécessite à ce qu'on soit dans une version noyau supérieure à 3.10 pour avoir les cgroupes et les namespaces. Ça, c'était l'introduction. Si on résume un petit peu, Docker, c'est un moyen d'installer des logiciels dans des boîtes et de les utiliser tous de la même manière. Comment on crée un conteneur? Pour créer un conteneur, je viens de vous en parler, il faut créer des systèmes de couches. Ici, par exemple, j'ai une couche noyau. Sur cette couche noyau, donc on va dire noyau Linux. Sur cette couche noyau, j'ai ici une couche Debian. Sur cette couche Debian, je rajoute une autre couche qui est ajoutée Emacs, puis une autre couche qui est ajoutée Apache, et puis après, je démarre mon conteneur. Quand je démarre mon conteneur, je crée aussi une couche virtuelle qui est en gros la couche un peu comme un LiveCD qui est écrit en mémoire. Chacune de ces couches-là peut être décrite dans des fichiers de configuration Docker, qu'on appelle des Dockerfiles. C'est marqué tout là. Ces fichiers Dockerfiles, vous allez en trouver plein sur le net, parce que je vais vous montrer donc 2 slides. Vous allez en trouver plein sur le net, et ils ont une forme un peu particulière. Et ils ont certaines clauses de configuration qui sont obligatoires. La première clause de configuration qui est obligatoire, c'est la clause from. Tout conteneur a besoin de se baser sur un autre conteneur. Ici, pour le conteneur donc Debian, celui qui est là, il aurait dans son fichier Dockerfile, dans son fichier de configuration, un from de kernel, donc qui se baserait sur le conteneur kernel. Le conteneur ici qui s'appelle Adimax, lui il aura un from pour dire je me base sur le conteneur Debian, etc. etc. On a aussi la possibilité dans la configuration dans les fichiers de configuration de Dockerfile de faire des commandes, de lancer des commandes. Je veux créer un nouveau conteneur, par exemple un conteneur qui ajoute Emacs. Pour installer Emacs, bon déjà on ne va pas installer Emacs, on va installer Vim, c'est quand même beaucoup mieux. Donc quand on va vouloir installer Vim, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir faire, si on est sous Debian, un apt-get update, apt-get install Vim, et après supprimer un petit peu de 3 trucs par-ci par-là. Toutes ces commandes-là, je vais pouvoir les lancer dans des commandes run. Il existe aussi une clause qui s'appelle la clause volume, qui est la clause qui va vous permettre de gérer les données persistantes. Ça, c'est un slide que j'ai fait à l'origine pour donner un cours. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des volumes, parce que sinon on a pour 3 mois. Mais c'est avec la clause volume qu'on peut gérer les volumes. Petit exemple de fichier Dockerfile. Ici, j'ai un fichier Dockerfile qui va me permettre de démarrer, qui va me permettre de créer par exemple un site web. Ah, j'ai pas mis à jour l'adresse mail. Je veux créer un conteneur qui va contenir mon site web. Donc moi, mon site web, c'est pocos.com. J'ai les sources de mon site web, j'ai mes sources PHP. Pour démarrer mon site web, pour l'exécuter, j'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin de Apache avec PHP et j'ai besoin de mes sources PHP. Pas de souci, je vais créer un conteneur qui va avoir tout ça. Je crée un conteneur qui se base sur une image PHP en version 7 Apache, donc là ce sera un Apache avec un mode PHP. Je rajoute une petite clause pour dire que la personne qui a créé ce conteneur, c'est moi, ok, très bien. Et j'ajoute des fichiers. Ici, je lui dis, dans le dossier /var/3w/html
du conteneur qu'on va créer, je voudrais que tu copies tous les fichiers qui sont dans le dossier /src de mon dossier courant. Ces 3 lignes-là me permettent de démarrer mon site web. J'écris ce fichier-là. Ce fichier-là, il va falloir que je crée le conteneur. Ça, c'était juste la description du conteneur. Il va falloir que je compile mon conteneur. Pour le compiler, j'ai utilisé la ligne de commande Docker. Docker espace build pour dire que je veux compiler un conteneur. Je lui donne un petit nom. Donc là, il s'appelait Supinfo My App. Et je lui donne le dossier dans lequel j'ai mis mon fichier Docker. Donc là, il est dans le dossier path to folder. Une fois que j'ai fait ça, donc ça va faire quelques lignes, patati patata, ça vous afficher des choses. Une fois que j'ai fait ça, mon conteneur, il est prêt à démarrer. Donc là, j'ai créé mon conteneur, j'ai créé ma boîte, je vais pouvoir la connecter. Je pose ma boîte, je connecte un tuyau pour le mettre en marche sur mon serveur. Ça se passe avec la commande Docker Run, espace, je reviendrai sur le -p juste après, espace, le nom de la machine du conteneur que j'ai créé. Ici, j'ai créé un conteneur qui s'appelait Supinfo My App. Si je fais Docker Run, espace Supinfo My App, ça va démarrer mon conteneur. Je vous ai dit que tous les conteneurs étaient isolés. Donc par défaut, si je démarre un conteneur, il est démarré, mais je ne peux pas y avoir accès. Là, pour le coup, c'était un site web, donc du coup, je vais vouloir y avoir accès. Donc pour y avoir accès, qu'est-ce que je vais faire? Je vais spécifier que je veux que le port 80 de mon conteneur qui a été créé, le port 80 de mon conteneur, c'est Apache, soit lié au port 8080 de ma machine hôte. Donc quand je vais faire Docker Run, espace -p 8080 2.80 espace supinfo /myapp, je vais pouvoir, donc ça va démarrer mon conteneur, je vais pouvoir prendre un navigateur après et aller sur localhost 2.8080 et là, ça démarrera mon site. Si je veux lancer une deuxième instance de mon site sur le port 8081, pas de souci, je fais Docker Run, espace -p 8081 2.80 espace supinfo /myapp. J'aurai mon site qui sera lancé 2 fois dans 2 conteneurs différents sur une même machine. Si maintenant j'ai besoin d'un 3e site qui lui n'a pas besoin d'Apache mais Nginx, pas de souci, je refais un Dockerfile, je le recompile, je le redémarre, je le mets sur un autre port et tout va bien. Ces différents ports, évidemment, vous pouvez les gérer avec un load balancer en amont si vous le souhaitez. Là, ici, cette image que j'ai utilisée, la PHP 2.7-Apache, c'est une image de base qui est proposée par le Docker Hub. Le Docker Hub, qu'est-ce que c'est? Le Docker Hub, c'est ce qu'on appelle un registre Docker. Là, c'est le mot. C'est un registre Docker qui contient une liste, une grande quantité d'images, de conteneurs de base que vous allez pouvoir utiliser. Alors, au moment où j'ai écrit ce slide, donc il y a un truc comme 3-4 mois, il y avait plus de 100 000 images sur le Docker Hub. On va aller jeter un petit coup d'œil sur à quoi ressemble le Docker Hub. Tac, alors là, tous les libristes vont me gueuler dessus parce que j'utilise Chrome, je devrais utiliser Firefox. Hop là, c'est normal, hein, vous avez le droit de me crier dessus. Tac, alors hub.docker.com. Tac. Tac, bienvenue sur le Docker. C'est fou, ça te boire de l'eau dans une chope de bière. C'est mal fait, hein. Donc sur le Docker Hub, j'ai un petit moteur de recherche ici, par exemple, et je vais pouvoir rechercher PHP. Je vois que j'ai différentes images qui existent, différents conteneurs qui existent, dont les conteneurs, dont certains qui sont tagués officiels. Tous ceux qui n'ont pas de nom, par exemple, lui c'est tetraweb/php, lui, ça c'est une image qui n'est pas officielle. Celles qui n'ont pas de nom, juste PHP ou PHP Venserver ici, qui n'ont pas de quelque chose slash, c'est des images officielles qui sont faites par Docker pour Docker. Et donc je vais pouvoir retrouver sur ce site-là, donc on voit que pour PHP il y a 6453 réponses, ce qui commence à faire. Je vais pouvoir retrouver sur le Docker Hub différentes versions de PHP. Alors, je vais essayer de grossir un petit peu parce qu'on ne voit pas grand-chose. Hop là. Mais ici par exemple, donc moi tout à l'heure j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé 7-Apache. 7-Apache, donc c'était celui-là qui était utilisé, PHP 2.7-Apache. C'était une version de PHP en version 7 avec un Apache pour propulser le PHP. J'aurais pu très bien dire que je voulais utiliser un PHP 5.5 FPM si je voulais avoir un PHP FPM ou un PHP je sais pas moi 5.6 Apache. C'est trop bien parce que ça veut dire que sur une même machine, vous allez pouvoir démarrer différents conteneurs avec différentes versions de PHP. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment trop cool.
Donc ça c'est le Docker Hub. Sur le Docker Hub, vous allez trouver plein de conteneurs de base. Alors je parle, faut que je me dépêche parce qu'il me reste un quart d'heure et donc voilà. Tac. Allez, je vais passer là-dessus. Alors je vous présente rapidos quelques composants. Je vais très mal gérer mon temps, moi, donc. Je vous présente rapidos quelques composants qui vont graviter autour de Docker et qui vont en fait vraiment passer Docker du mode c'est juste un outil sympa où on peut faire 2-3 trucs à Docker, c'est un truc qu'on peut utiliser en prod. Je vous ai pas dit, mais personnellement j'ai deux sites, dont un très gros site qui est en prod, celui que je vais vous montrer, la FireRank, qui sont en prod et qui fonctionnent sur Docker. Et ça fonctionne très bien. Donc c'est stable pour la prod aujourd'hui. En outil, qu'est-ce qu'on a? On a Docker Toolbox. Docker Toolbox, c'est un moyen de démarrer Docker sur Windows et macOS. Docker, je vous ai dit que ça utilisait le noyau Linux. Il n'y a pas de noyau Linux sur Windows et macOS. Du coup, pour ça, il existe le Docker Toolbox. Qu'est-ce que c'est? C'est le démarrage d'une machine virtuelle, malheureusement. Une machine virtuelle qui va démarrer un système, je ne sais plus exactement quel système d'exploitation c'est, et qui va démarrer un démon Docker que vous allez pouvoir utiliser dans votre OS hôte. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est pour démarrer ça. Sous SX, on m'a parlé, Baptiste qui est là, m'a parlé il y a 3-4 jours de Hive, qui semble être une solution pour faire tourner du Docker sur OS X avec des performances qui sont bien meilleures que Docker Toolbox. Docker Toolbox c'est un peu lent quand même, faut dire ce qu'il y a. Ça vient de VirtualBox, c'est VirtualBox, et Java c'est quand même Java. Donc Docker Toolbox pour démarrer Docker sur Windows et macOS, ça c'est cool. Docker Compose, en gros ça va être un moyen d'orchestrer un petit peu nos différents conteneurs. Parce que là je vous ai montré juste le démarrage d'un Apache. Imaginez que derrière vous avez besoin d'une base de données, vous avez besoin d'une base de données clé-valeur, donc je sais pas, un MySQL, un Redis, vous allez peut-être avoir besoin d'un Elasticsearch, vous allez peut-être avoir besoin de, je sais pas moi, d'un système d'envoi de mail, etc., etc. Vous allez vous retrouver avec une dizaine de conteneurs. Un conteneur égale une application, n'oubliez pas. Vous allez avoir besoin de plein de conteneurs qui vont avoir besoin d'être liés les uns aux autres. Docker Compose vous permet d'avoir un fichier de configuration, un fichier en .yaml, qui va décrire toutes les lignes de commande qu'on met normalement quand on fait un Docker Run. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai fait un Docker Run-p quelque chose. J'aurais pu faire un fichier Docker Compose.yaml dans lequel j'aurais dit je veux démarrer telle machine avec tel port, et puis démarrer aussi tel conteneur avec tel port, et tel conteneur avec tel port, lier tel conteneur à tel autre conteneur. Et Docker Compose, j'aurais pu à la fin, j'aurais fait un Docker Compose espace up-d, et ça aurait démarré tous mes conteneurs comme il faut. Donc en gros, c'est un moyen de ne pas avoir des lignes de commande à rallonge comme ça. Swarm, ça c'est plus, c'est moins, on va dire, côté user. Ça c'était très côté user, ça c'était côté user et un petit peu côté serveur. Swarm c'est complètement que côté serveur. Swarm c'est quoi? C'est un moyen officiel en tout cas de Docker, parce qu'il en existe d'autres, d'avoir une plateforme de conteneurs Docker, une plateforme de serveurs Docker. En gros, avec Swarm, vous pouvez rajouter des serveurs à votre pool de serveurs Docker, et quand vous allez dire je veux démarrer un conteneur sur Swarm, sur mon pool de serveurs, ben ça va choisir de le démarrer à tel endroit ou à tel endroit. En gros, c'est la gestion du clustering. S'il y a des gens qui ont peut-être un petit peu déjà fait ça, c'est un petit peu comme Apache Meso, si ça vous parle. Docker Machine, ça va plus être si vous voulez être vraiment cloud. Il existe un provider qui s'appelle DigitalOcean, ça vous parle, ou Amazon, qui sont des providers de machines dans le cloud. Docker Machine, en fait, ça va être un moyen de gérer, on va dire, tous les membres de votre cluster Swarm. Je vulgarise beaucoup, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais tous les membres de votre cluster Swarm depuis votre machine client. Donc c'est pour gérer des machines, D'ailleurs, je veux rajouter une machine à mon cluster, etc., etc. Et enfin, un truc qui est arrivé en version 1.9, c'est la libnetwork, qui depuis la version 1.10 nous permet de faire des overlays. C'est un nouveau produit. Alors c'est pas utilisable tel quel, hein, c'est juste des librairies, mais c'est vraiment le produit qui fait passer Docker de simples trucs qu'on pouvait utiliser comme ça sur une machine pour faire démarrer 2-3 applications,
j'utilise Docker maintenant sur une plateforme qui est complètement en fait abstraite. Ici par exemple on voit que j'ai mes 4 baleines, le logo de Docker étant une baleine, qui représenterait mon cluster Swarm, et sur mon cluster Swarm j'ai tous mes conteneurs. Donc LibNetwork en gros c'est ce qui permet de connecter les différentes baleines les unes aux autres. C'est le Wi-Fi de la baleine. Dans les trucs pas officiels mais qui déchirent quand même pas mal, il y a les services de découverte, c'est pas propre à Docker, hein, ça vous l'utilisiez déjà j'imagine avant quand vous faisiez des petites infras sur AWS ou des choses comme ça. Conçu le TCD, c'est des bases de données clés valeurs avec des services, avec des systèmes d'auto-découverte de services pour l'autoconfiguration. Je rajoute un PHP, une entité PHP, automatiquement elle vient de se rajouter dans mon load balancer, etc. etc. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je suis juste sur le temps. Niveau monitoring, 2 produits qui sont arrivés pour Docker et qui fonctionnent bien. CAdvisor, c'est le produit de monitoring de Google. J'utilise ça, donc ça marche. Ça marche plutôt pas mal. CAdvisor, c'est un produit qui à l'origine n'était pas fait que pour Google, qui que pour Docker, qui maintenant fonctionne principalement sur Docker, qui va vous permettre d'avoir des sondes de monitoring extrêmement précises sur vos conteneurs. Savoir quel conteneur, quelle quantité de mémoire consomme quel conteneur. Est-ce que mon conteneur HAProxy consomme plus de mémoire que d'habitude? Est-ce que mon conteneur, je sais pas moi, PHP utilise plus de réseau que d'habitude, etc., etc. Donc c'est plutôt sympa. Et en plus, CAdvisor, pour une fois Google a été vachement sympa. Ils ont fait une petite méthode d'export des informations sur un format un peu particulier, qui est le format Prometheus. Prometheus, c'est un produit de Netflix, si je ne me trompe pas, qui fait du monitoring et qui a l'avantage en fait d'être beaucoup moins granulaire que des outils, je suis désolé, comme Centreon, Nagios, Shinken et compagnie, qui va permettre en fait d'avoir un monitoring non plus sur des laps de temps de 5-10 minutes, ce qu'on voit sur du monitoring traditionnel, mais plutôt sur du monitoring à la seconde, avec de l'événement, voire même des conteneurs. On peut lancer des conteneurs pour 1 ou 2 secondes, juste pour faire une tâche. Par exemple, vos cron, vous pouvez les lancer un conteneur. On va pouvoir monitorer ça avec des outils comme Prometheus. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Et dernière chose, Kubernetes. Kubernetes, c'est le concurrent à Swarm par Google. Google, ça fait assez longtemps que Google utilise des conteneurs. Ils n'utilisaient pas Docker, ils utilisaient d'autres solutions. Ça fait longtemps qu'ils utilisent des conteneurs. Et ils avaient plein d'outils. Ils en ont mis plein en open source. Entre autres, ils ont mis Kubernetes. Et en ce moment, c'est la grosse bataille. Ça fait 2-3 semaines, c'est la grosse bataille entre Swarm et Kubernetes. Parce que Swarm a sorti une nouvelle version en disant que c'était bien plus rapide que Kubernetes. Kubernetes ont sorti une nouvelle version en disant qu'ils étaient 400 fois plus rapides que la précédente version. Bref, c'est la guerre. Ce lien-là, github.io awesome-docker, c'est un dépôt GitHub qui recense toutes les ressources Docker extrêmement intéressantes. C'est extrêmement bien fait, c'est caractérisé. Yumi, débutant, expert, c'est très très bien fait. Si vous voulez vous renseigner sur Docker, je vous conseille d'aller là-dessus. Si vous vous souvenez plus de l'adresse, vous me demandez à la fin. Je vais essayer de rapidement passer à la démo, parce que j'ai déjà bien dépassé mon temps. Allez, hop, démo. Prends le temps, hein, c'est pas grave. De quoi? Je dis prends le temps, vu qu'il n'y a pas d'autres conférences après. Ouais, mais il y a peut-être des gens qui veulent rentrer. C'est vrai. Alors, vous avez dû voir ce site tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire tout de suite, par contre, c'est que je vais faire du dual screen. Touc, 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 touc. Touc, 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 touc. J'en profite pour boire de l'eau. Alors, keep change. Putain, mais t'es con toi aussi, hein. Ça, primary. Et ça, mirror. Alors, donc, hop là. Donc, je vais vous parler de ce site-là, qui est un site éthique, où on voit des fesses. Ce site-là, donc c'est FireRank, c'est le site que je vous parlais pour lequel je travaille. On va passer un peu en dessous pour enlever les fesses. Hop là, voilà, on va passer plutôt sur les tuches. Très bien, les tuches. Ce site-là est propulsé par Docker. Ce site-là a une architecture qui est divisée en plusieurs parties.
une partie frontale, celle-là, là, celle que vous voyez, qui fait le site web, une partie API, qui est ça. Hop là, donc qui ressemble à ça, c'est magnifique, hein, du JSON, hein, magnifique. Tac, tac, tac. Et une partie back-office, une base de données, un serveur Elasticsearch, un serveur Postfix, qu'est-ce que j'oublie d'autre? MySQL, ouais. MySQL en MariaDB, c'est déjà plutôt pas mal. Et puis différents outils de monitoring, etc., etc. Chacun de ces composants est scalable dans cette infrastructure. Demain, j'ai 4000 personnes qui arrivent sur mon site. Et, ah oui, aussi, il y a 2 composants varnish et un load balancer, j'ai oublié. Et 2 composants NGINX. Bref. J'ai 15 000 personnes qui arrivent de plus sur mon site. J'ai besoin d'augmenter mon nombre de serveurs, j'ai besoin d'augmenter mon nombre de services frontales, donc de sites comme ça, pour pouvoir load balancer parce que j'ai pas assez de perf pour tenir. Ça, je vais pouvoir le faire parce que justement, j'ai un conteneur qui contient le code source de ce site. Si je vous montre un petit peu, hop là. Tac. Alors, on va regarder en prod, hein, non, je vais plutôt vous montrer la pré-prod. Si je regarde un petit peu, là j'ai le Dockerfile. J'ai le Dockerfile de mon service frontal, du site que vous venez de voir, vraiment l'affichage frontal. Qu'est-ce que je vois? Je vois que je me base sur une image, donc PHP pré-prod, une image que j'ai déjà, qui est déjà faite en fait, qui contient toutes les librairies nécessaires. J'ai lancé une commande où je dis je veux créer le dossier var html cache, parce que c'est pour le cache du site, il y en a besoin. J'ajoute les sources du site web qui sont stockées actuellement dans le dossier FireRank.FE, dans le dossier var html, et je mets les droits 3333 qui sont les utilisateurs Apache sur le dossier log et le dossier cache. Quand je vais builder ça, je vais me retrouver avec un conteneur qui contient Apache, PHP, qui contient mes sources et qui peut être démarré. Pourquoi c'est trop bien? Eh bien parce que, hop là, alors, tac, pourquoi c'est trop bien? Alors, tac, tac, parce que là, actuellement, si je regarde, tac, 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 j'ai 3 serveurs frontales. Mes PHPFE, c'est mes services frontales, mes conteneurs frontaux. Ces 3 serveurs frontaux, c'est des conteneurs qui contiennent mon code source. J'en ai 3 qui sont utilisés soit l'un soit l'autre. Si je fais un petit Docker compose, je me souviens jamais des options, hop là, scale PHP FE égale, je sais pas moi, 12. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me démarrer 12 conteneurs. Hop là, donc on en a démarré 4. Hop là. Donc là, j'ai 12 conteneurs maintenant qui exécutent mon site. Donc mon site là, il fonctionne toujours. La démo marche. Et si je regarde mes logs, voilà, peut-être pour un petit moment, parce que tac tac tac. Si je regarde mes logs, à quelle date là? Tac tac tac, 18 mars, c'était hier, parfait. Hop là. De toute façon, il y a énormément d'activités sur le site, donc ça ira très très vite comme ça. On est quelle date là? Toujours le 18 mars à 18h20. Ça c'est un peu le problème. C'est une des évolutions, les prochaines évolutions sur Infra vont être de mettre tous les logs dans un ELK, Elasticsearch, Kibana, Logstash, tout ça là. Parce que là actuellement, si on veut voir les logs, c'est un peu ça. Donc je pense que là on est bon. Non, pas encore. Putain, c'est bon. En attendant, je peux vous faire un numéro de claquette, parce que je suis très très fort en claquette, où vous allumez la lumière. Non, on voit plus rien quand j'allume la lumière. Déjà qu'on ne voyait pas grand chose. Les claquettes, les claquettes. Alors là, on en est où? On en est au. Putain, 21h quoi. Ouais, on a 3 mois. Bon, bref, ce que je voulais vous montrer. Lancer un tail? Non, en fait, il n'y a pas de tail sur ces logs-là. C'est pour ça, sinon je l'aurais fait. Sur la pré-prod ou sur la prod? Je suis sur la prod. Ah oui, Ouais, je pourrais le faire en pré-prod, tu me diras. Mais tu les as montés en pré-prod, les conteneurs. Ouais, je les ai montrés, ouais, mais ça me va pas.
Ça me va pas parce qu'en fait les ports pour accéder à Kibana ils sont bloqués. Et du coup on va pas pouvoir y avoir accès là, j'ai pas envie de toucher au firewall un samedi. Bon allez, vous êtes bon là bientôt ou pas? 19 mars, 8h du matin. Moi j'ai une question dans ton instant. Ouais vas-y. Donc là tu as ton image avec ton PHP. Mais si toi par contre tu veux faire des modifications dans ton PHP ini, enfin voilà c'est un exemple tout bête. Du coup tu fais quoi? Tu rebuilds une image que ton conteneur va réutiliser? Process qualité. Je vais en dev sur ma machine. Je modifie mon PHP ini, je rebuild ma machine sur mon poste local. Là je teste en local, pas de problème. Je commit mon changement sur mon dépôt. Je passe en pré-prod. En pré-prod, je rebuild mon image. En rebuildant mon image, je prends la modification. Tes modifications de conf suivent l'évolution de ton code source. Je rebuild mon image, je teste en pré-prod. Après, donc du coup, c'est des systèmes de branches. Sur ma branche, je merge ma branche de développement sur la branche de prod. Et là, je rebuild en prod. Et du coup, quand je rebuild, je rebuild aussi la conf de PHP et tout ça. Faut savoir que... Ah, là, c'est beaucoup plus mieux. Hein. Parfait. Faut savoir que, en fait... Tac. Donc si vous voyez là, les numéros, ça va un peu vite. Mais dans les numéros qui passent, j'ai bien les données qui sont réparties sur 11, 1, 10, 12, 2, 2, 6, 1, etc. En fait, quand tu rebuilds quelque chose, tu as des caches. Donc du coup, en fait, si tu n'as pas modifié par exemple ton fichier de conf, tu ne vas pas rebuilder toute la stack PHP. Parce que là, PHP, c'est un PHP compilé ici. Donc pour recompiler PHP, j'en ai pour 5 minutes. Là. Donc c'est un peu long. Alors, pour builder, juste copier des images, j'en ai pour 1 minute 30. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Alors, par quelle magie ça fonctionne, ça? Et après, je vous laisse poser des questions. Par quelle magie ça fonctionne, ça? Ça fonctionne donc... je peux pas friser, on est d'accord. Hein. 4 Docker Compose grep-v. Maintenant, je suis en HTML. -v password. Parfait. Alors, ça, c'est un fichier Docker Compose. Comme vous pouvez le voir ici, mon fichier Docker Compose, il a un certain nombre de données qui sont des options que j'aurais passées à ma ligne de commande Docker. Je donne les images que je veux charger, ça c'est les images que j'ai buildées. Tout à l'heure on a buildé PHPFE qui doit être un peu plus bas. Hop là, ici, PHPFE ici, c'est ce truc que je vais montrer le Dockerfile de tout à l'heure. Et je mets différentes informations, entre autres le port ici. Vous vous souvenez tout à l'heure j'ai mis un -p pour dire que j'exportais le port 80 vers un autre port. Là je dis que j'exporte le port 80 vers un port aléatoire. J'ai différentes variables d'environnement, etc. Tout ça, c'est des arguments que j'aurais mis à ma commande Docker Run. Sauf que mes commandes Docker Run, je les lance plus à la main. Je les lance quand je fais des cruns, mais je les lance pas à la main. Je les lance avec Docker Compose, qui va lire ce fichier de configuration et mettre les bonnes options au bon endroit. Ce qui est vraiment plus pratique. Donc, toute la magie de l'autoscaling, et ça, c'est pas propre à Docker, c'est plus propre au service de découverte. Et je vais essayer de me dépêcher pour finir. C'est que chacune de mes machines, en fait, avec Docker, le fichier socket est lu par j'ai mis un truc qui s'appelle registrateur, il lit le fichier socket et il va enregistrer à chaque fois qu'il voit un nouveau conteneur une donnée dans une base de données. Cette donnée dans la base de données, je vais pouvoir l'utiliser pour modifier mes fichiers de configuration. Par exemple, si je prends, là on était sur le FF, si je prends mon fichier de configuration hproxy.conf, tac, hop, si on cherche le PHPFE qu'on a vu tout à l'heure, qui est là. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec la conf de hproxy, ça ne ressemble pas à ça normalement. Si vous voyez ici, je fais des ranges. Ici, qu'est-ce que je dis? Je dis que ce fichier de configuration va être mis à jour automatiquement. Et quand il y aura une modification sur prod.phpfe, donc quand j'aurai démarré un PHPFE, donc un front-end sur la prod, et bien du coup, il va aller récupérer la liste de ces éléments-là, et à chaque fois, il va rajouter une entrée en disant qui va s'appeler node.port, en mettant ici, ça c'est un petit hack que j'ai fait pour mettre l'adresse IP en gros, et qui pourra recevoir au maximum 40 connexions simultanées. Là, du coup, ça c'est mon fichier de conf template. Si je vais voir mon fichier de conf réel, docker ps grep hproxy,
Achat proxy, c'est la prod que je voulais. Celui-là. Hop. Tac. Donc, si je vous montre un petit peu le fichier de configuration, c'est dans /usr, local, etc, achat proxy.conf. Tac, tac, tac. Voilà à quoi ressemble mon fichier de configuration réel. Ici, on voit qu'il l'a mis à jour automatiquement pour prendre en compte les différents conteneurs que j'ai créés. Et ça envoie quand même du pâté. Vous avez des questions? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Pour toi, l'avantage du coup là, de rajouter des conteneurs, c'est quoi? C'est que si effectivement tu as une grosse montée de trafic sur ton site, tu vas pouvoir, ce que je suppose tu es hébergé chez Amazon ou autre, du coup sur ton site. Je suis online. Online. Il y a des machines que je prends, c'est un hébergement. C'est quoi l'avantage de pouvoir ajouter des conteneurs à la volée pour toi par rapport au trafic? Là, je peux montrer si j'avais des besoins sur mon frontal. Ouais, voilà, mais J'ai si une API aussi derrière. Ok. J'ai des serveurs d'indexation, de Elasticsearch, j'ai des serveurs Varnish et des choses comme ça. Je vais pouvoir scaler exactement ce que je veux. Si je veux demain, si c'est en fait mes services d'API qui merdent, parce que j'ai pas assez, parce que je sais pas, j'ai des problèmes de concurrence d'accès ou j'ai mon Apache qui arrive au retranchement, je vais pouvoir démarrer 2 serveurs d'API. Et de la même manière, en fait, ils seront utilisés par mes services frontaux. Avant ça, tu dois gonfler la config de ta machine qui héberge ton Docker. Alors de toute façon, ça, il y a un moment ou un autre, si tu n'as plus de performance, tu n'as plus d'espace ou tout ça sur tes machines, tu pourras pas aller outre. L'avantage par contre, c'est vu que j'utilise Swarm, c'est que je peux rajouter des serveurs extrêmement rapidement. Acheter un serveur sur online, grosso modo en 1 heure, je l'ai. Et en 1 heure, j'ai rajouté un serveur sur mon pool de serveurs. Donc du coup, j'ai une nouvelle baleine dans mon pool de baleines. Et c'est extrêmement important d'avoir des baleines. Tu vois un peu le dire. Vous avez d'autres questions? Ouais. Du coup, donc, si tu as besoin d'augmenter, ça ne pourra jamais se faire tout seul. Toi, c'est toi qui va dire, bah tiens, j'ai une montée de charge, donc il faut que je rajoute un conteneur. Ça ne pourra pas se faire tout seul. Alors tu peux l'industrialiser. Tu peux l'industrialiser avec tes outils de monitoring. Alors, j'ai fait beaucoup d'industrialisation. Avant de revenir sur Clermont, il y a 1 an à peu près, j'étais sur Lyon et je travaillais pendant 3 ans dans une agence. Et j'ai fait pas mal d'industrialisation justement sur la réponse aux incidents. Sur qu'est-ce qui se passe quand tu as ton Apache qui tombe en panne en plein milieu de la nuit et que tu es d'astreinte. Donc quand il tombe en panne en plein milieu de la nuit et que tu es d'astreinte, du coup tu te lèves parce que tu as ton téléphone d'astreinte qui n'arrête pas de vibrer et tu vas redémarrer ton Apache. Tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment tu en as plein le cul. Il y a ta femme qui menace de divorcer. Donc du coup, tu essaies de trouver des solutions. Et alors la solution bête, c'est de te dire, bah, je vais redémarrer Apache automatiquement. Ça marche bien pour du PHP. Par contre, dès que tu vas rentrer un petit peu dans les détails, si tu veux, enfin dans des trucs un peu plus spécifiques, par exemple si tu veux faire ça sur du Java, sur les Tomcat, ne le fais pas. Je veux dire. Sur les bases de données, on ne redémarre jamais une base de données, donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On avait fait ça sur l'espace disque aussi. On avait fait un truc pour essayer de, quand on avait plus d'espace disque en pleine nuit, pour essayer de vider automatiquement des logs. Mauvaise idée. Jamais supprimer les données automatiquement. Donc j'en suis un petit peu revenu à vrai dire, mais je pense qu'à terme, il faudra de toute façon que j'y passe. Mais j'ai eu une mauvaise expérience sur ça, à vrai dire. Voilà. Donc ouais, donc c'est toi qui le feras en fonction de ce que tu détectes. Tu vas dire là, je veux une montée de charge, donc je vais rajouter un Docker, enfin je vais rajouter un conteneur et voilà. Voilà. Là, tu vois, on s'est pris des attaques il n'y a pas bien longtemps sur ce site-là. Et l'avantage en fait d'avoir pu scaler ça, en fait, c'est que vu qu'on avait, c'était du DNS service tout bête en distribué. Et le truc, c'est que le DNS service, ça te sature le nombre de connexions, le nombre de threads que tu as sur ton Apache. Le principe de pouvoir scaler ça au max, en fait, on n'avait pas vraiment de problème, parce qu'on n'avait pas de problème de perf, parce qu'on avait suffisamment de perf serveurs, mais par contre tous nos Apache ils étaient blindés en thread consommé. L'avantage de faire ça en fait, c'est que j'ai pu en mettre plein et avoir toujours